Et Kevin Pache qui va réaliser l'exploit de signer un premier jeu blanc en carrière à son tout premier match en National League. Les bras dans les airs, il est Disons que j'ai pas eu l'enfance la plus facile. Il était assez introverti, on va dire ça comme ça. Et puis c'était un jeune assez discret. Oui, je suis très content d'atteindre les playoffs et surtout la 3e place à ma première saison. Donc personnellement, je suis très content. un tir la voilise, bien stoppé par Pache. Mes amis, bienvenue sur Ressources, le podcast où on parle de sport mais surtout d'humain. Et aujourd'hui on reçoit un hockeyeur, qui plus est un gardien, donc un poste pas commun. Il va nous parler de sa carrière, de son enfance, on va refaire un petit peu tout son parcours. Avant ça, merci encore à vous qui suivez Ressources, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Spotify. N'oubliez pas si ce genre d'interview vous intéresse avec un hockeyeur aujourd'hui, de vous abonner, de commenter et de liker. Kevin Pache, bienvenue sur Ressources, sur la chaîne, tu connais un petit peu? Ouais, j'ai suivi quelques podcasts jusqu'à maintenant. Parfait, t'as peur? Non, ça va. On va dire que je commence à être de plus en plus à l'aise avec ce genre de situation. Ce genre d'interview, de toute façon, on peut raconter des conneries, on peut tout couper. Exactement. C'est le moment de se lâcher. Moi, je suis un peu fasciné par les outsiders un peu, les personnes qui vont pas un peu dans le même chemin que les autres. Les marginaux, on va dire. Ouais. Je sais pas si on peut parler de marginal dans ton cas, mais en tout cas, tu commences le hockey et tu te diriges assez rapidement vers le poste de gardien. Exactement. Tu te fais allumer au hockey. Pourquoi le poste de gardien? Pourquoi? Parce que j'ai toujours apprécié ce poste de sauveur, entre guillemets, de dernier rempart dans les matchs décisifs. Et quand j'étais petit, j'allais souvent voir Fribourg-Gottéron. Et puis, c'est le gardien Sébastien Caron, il m'a beaucoup inspiré. J'ai été fixé sur lui tout le match. Et après, c'est devenu directement, je dirais pas, sur le moment à 3 ans et demi, je sais pas pourquoi je voulais absolument faire gardien. Mais plus le temps passe, plus tu as envie d'être un peu plus le sauveur, peut-être te démarquer un peu plus des autres et puis faire entre guillemets le sale boulot à certains moments. Tu voulais un peu être mis en avant, puis en même temps tu aimais bien cette pression que tu as sur les épaules quand même, parce que je pense que c'est un des postes dans tous les sports, un des postes les plus difficiles. C'est clair qu'il y a on va dire une pression supplémentaire parce que t'es la dernière personne avant que le puck rentre, donc c'est clair que tu peux toujours rattraper l'erreur de tes coéquipiers, mais tu peux aussi toujours faire la bourde de plus qui fait qu'on va prendre un but. Mais j'aime entre guillemets ce challenge et c'est clair que un gardien, c'est soit on le met en avant positivement parce que il a bien joué et puis on a gagné, soit il prend plusieurs buts et on a tendance à facilement dire c'est la faute du gardien qu'on a perdu. Donc c'est vrai que c'est un peu un kiff-kiff, mais c'est quelque chose de très intéressant. Qui te stimule. Ouais, exactement. Fribourg-Gottéron. Ouais. Tu me dis des fois, c'était Lausanne et Fribourg en même temps. Là, on n'est pas à l'RTS, on est sur Ressources. C'était Fribourg, on est d'accord, jusqu'à un certain moment. C'était Fribourg jusqu'à un certain moment. C'est clair, jusqu'à que j'arrive à Lausanne, je pense que j'avais 12 ans. Ouais. C'était Fribourg avant. Mais pourquoi? C'est ton père, ça, qui te... Mes parents ont toujours été fans de Fribourg. Mon parrain, ma marraine, toujours été du côté de Fribourg. Mais pourquoi? Ils ont une attache particulière à... J'habitais sur Fribourg quand j'étais plus jeune. Puis après, tu bouges sur Palaisieux après. D'abord sur Néru-sur-Moudon. Ouais. Et après, j'ai fait Forel-Lavaux, Culé, tout ça. Mais du coup, c'était pour ça, c'était aussi l'endroit le plus proche d'aller voir les matchs de hockey. Puis il y a un certain attachement. En plus, maintenant, quand j'ai joué contre Fribourg, j'étais sur le banc, mais tu vois Andrei Bikov, tout ça, Sprunger, je les ai vus quand j'étais tout petit dans les tribunes. Ça te fait quoi justement d'être à leur contact, même si tu n'étais pas aligné contre Fribourg? Tu es dans le groupe, ça te fait quoi? Ça fait vraiment bizarre de les voir parce que tu te dis les mecs ils ont jamais quitté le hockey professionnel. En fait, ça fait 40 ans qu'ils sont ici et qu'ils bougent pas
c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait toute leur carrière. Et puis même quand contre Zouk, tu joues contre Giannoni, c'est quand même quelque chose d'assez dingue, quoi. Ouais. En les voyant comme ça, tu te rends compte du chemin que tu as parcouru. Bon, on va faire après tout ton chemin, hein, mais tu as cette sensation de te dire tous les efforts que je l'ai fait, maintenant ils sont en train de payer. Ou tu penses pas vraiment à ça, tu es dans ton truc, tu penses pas à ta carrière déjà passée, parce qu'elle vient de commencer, on va dire. Je me dis que j'ai quand même déjà beaucoup parcouru, mais que dans le chemin professionnel, j'ai très peu parcouru. Que c'est je dirais presque deux carrières différentes. T'as ta carrière junior où j'ai beaucoup parcouru, mais là je commence une nouvelle carrière du coup qui est pro, et là j'ai tout à découvrir et j'ai tout à confirmer dans le futur, parce que c'est clair que pour l'instant je suis sur une très bonne année, mais c'est bien d'avoir une très bonne année puis l'année d'après s'écrouler et puis ne plus savoir quoi faire. T'as dit que t'avais eu une enfance un peu difficile, et t'as dit que c'est ce qui t'avait peut-être fait forger, en fait, on va dire. Dans ces moments, quand t'étais plus jeune, où c'était peut-être difficile avec ta famille, est-ce que t'étais conscient de ça, c'est-à-dire que aujourd'hui tu te dis oui, j'ai eu une enfance difficile, c'est ce qui m'a fait éclore. Mais sur le moment, est-ce que t'en étais conscient, ou c'est un peu a posteriori maintenant en disant ouais, c'est dû à ça? Sur le moment, à un jeune âge, tu t'en rends pas compte. Ouais. T'essayes je me suis évadé dans le hockey, c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, pas de survivre, mais de m'en sortir psychologiquement. Et c'est plus quand je suis parti de la maison et je suis arrivé au centre sport-études et que je me suis aidé avec Monsieur Gerber, que j'ai vu que niveau maturité, ça m'a permis, tout ce qui m'est arrivé, ça m'a permis de prendre un gros step et d'être dépendant de personne, en fait, d'être capable de faire mes choses, et puis qu'à mon âge, je me trouve plus mature que ce que je devrais l'être dans certaines situations. Certaines, bien sûr, j'ai toujours du chemin à faire, mais je dirais que oui, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Ouais. On connaît l'importance de Jean-Marc Gerber pour les jeunes de la région, les athlètes inspirants professionnels. Alors, le Centre sport-études de Lausanne est une fondation d'utilité publique qui a été créée maintenant il y a 18 ans. C'est propriété de la ville de Lausanne, donc le bâtiment est propriété de la ville de Lausanne, avec un soutien du canton et du CIO. C'est un centre qui accueille des jeunes sportifs de talent qui ont en principe entre 15 et 20 ans. Et c'est en partenariat évidemment avec des clubs et des fédérations. Là, ici à Lausanne, entre autres, c'est avec le Lausanne Hockey Club et le LS pour ce qui est du foot et du hockey. Toi, quand tu es au XEL, donc au Centre Sport-Études Lausanne, tu as quel mode de vie? Ça se passe comment les semaines? Parce que il y a d'une part la formation sportive, mais je sais qu'il y a une grande attache accordée, une grande importance accordée aux études aussi. Ah oui, il te lâche pas là-dessus, ça c'est clair. Il va te pousser dans tes limites à certains moments, mais écoute, mon plan de semaine, c'était... J'ai fait un apprentissage chez Oxner Sport, donc gestionnaire de commerce en détail pendant 3 ans. Je travaillais à 50%, donc j'allais le matin de 8h à 15-16h, et puis après j'allais m'entraîner à la patinoire, puis 1 jour et demi par semaine j'avais mes jours de cours, où justement j'allais faire mes cours, après j'allais à l'entraînement. Et puis je crois que sur ma dernière année je pouvais toucher un peu au pro le matin, mais je suis allé quelques fois, mais encore une fois M. Gerber voulait primer mon CFC, et sur le moment c'est clair que ça fait jamais plaisir, mais c'était la bonne solution, on va dire, comme ça je m'assure quand même un papier. Bien sûr. Un papier derrière, et puis ouais, c'était, disons, niveau horaire c'était pas le plus facile, mais c'était non plus pas à plaindre, c'était pas non plus quelque chose de contraignant. Avec les gens avec qui je parle de Jean-Marc, il a un peu cette figure en même temps paternelle, c'est-à-dire qu'il va t'accompagner pour faire sortir le meilleur de ta personne. En même temps, il doit cadrer. Je pense que c'est pas facile d'avoir 20-25 jeunes chaque année dans un centre. Toi, t'as quelle relation avec lui aujourd'hui? Je m'entends très bien avec lui. C'est clair que quand j'étais là-bas, j'étais
plus proche et c'était un peu comme un deuxième papa, on va dire. J'étais un peu en plus turbulent, donc il était tout le temps un peu sur mes côtes. Ah, c'est vrai. Ah, T'as l'air plutôt calme comme gars. J'ai l'air plutôt calme, mais quand je veux, je fais un peu le débile. Tu fous la merde. Ouais, je fous la merde. Je fais un peu n'importe quoi, puis ouais. À cet âge-là, j'étais un peu un fouteur de merde, mais il a su me recadrer et puis d'apprendre les bonnes choses. Donc ouais, un peu comme un deuxième papa et puis quelqu'un de bienveillant qui veut toujours donner le meilleur, sortir le meilleur de la personne comme tu l'as dit. Ouais. Tu sais, j'ai demandé à Igor qui est venu sur le podcast. D'ailleurs, si les interviews d'hockeyeurs vous intéressent, allez checker aussi le podcast qu'on a fait avec Igor. Je lui ai demandé est-ce qu'il avait eu une source d'inspiration au sein du XEL, mais une source d'inspiration au niveau des sportifs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le XEL, c'est une structure qui accueille tout type de sportifs issus de plusieurs sports. Est-ce que toi, tu es allé puiser certaines choses chez d'autres collègues, on va dire, dans d'autres sports? Dans d'autres sports, je pense pas. Malheureusement, je dirais que je me suis pas assez forcément mélangé avec les autres sports. On était assez entre hockeyeurs et puis les footeux entre footeux. Donc, marginal, encore une fois. Voilà, exactement, un peu, ouais. Ça, c'est un peu, ouais, c'est un des seuls trucs que peut-être que je regrette. J'aurais dû peut-être un peu plus me mélanger et tout, mais on était assez entre hockeyeurs et puis il y a quand même des beaux parcours qui sont passés par le XEL niveau hockey, donc ouais. Et du coup, au niveau du hockey? Qui était au XEL, du coup ou... Dans la vie en général, des gens que tu as croisés, qui t'ont motivé, qui t'ont inspiré? Je sais que tu bosses beaucoup avec Cristobal Huet, légende de NHL, légende du LHC, coach actuel des gardiens. Est-ce que c'est lui peut-être la figure inspirante? Dans la Ligue, il y a quand même une différence entre la Swiss League et la National League, mais j'avais quand même certaines convictions avec Kevin. Il a montré dans son parcours qu'il était compétitif, que c'était un excellent gardien. J'avais aucun doute sur son habilité à vraiment batailler sur le puck et nous garder dans le match. Donc je suis très content de ce qu'il a montré jusqu'à là, c'est une belle histoire. Oui, il m'a beaucoup inspiré, c'est d'ailleurs pourquoi je suis fan de Chicago en NHL, parce qu'il a gagné la Coupe Stanley là-bas. Je dirais que je me suis plus axé sur les athlètes qui sont aux États-Unis pour m'inspirer. Je suis un grand fan de LeBron James et j'ai regardé énormément de documentaires, je pense toutes les vidéos possibles, je crois que j'ai tout regardé. Ah ouais. J'étais très fan et je me suis beaucoup inspiré de cette personne, de son éthique de travail, de ce qu'il a réalisé dans sa carrière. Et je dirais que ça me motive au quotidien d'essayer de devenir vraiment le plus fort que je puisse devenir, un peu comme lui, quoi. Ouais. T'as l'impression de travailler plus que les autres? Enfin, tu fais en sorte de travailler plus que les autres? Alors, ça dépend dans quels aspects. Je dirais que sur la glace, oui, j'ai l'impression de travailler plus fort que les autres, mais c'est surtout mon état d'esprit, ma mentalité qui fait que je veux toujours compétitionner à un très haut niveau et que dès que je vais prendre un but ou qu'on va juste tirer dans la cage vide ou comme ça m'énerve très vite et du coup en fait j'essaie d'amener ce côté de compétition à un point peut-être des fois trop haut, mais c'est ce qui me pousse à chaque fois d'aller plus haut. Après, si on parle de salle physique, de travailler comme un malade, ça c'est moins mon truc. J'essaie de faire les trucs qui sont nécessaires et dans lesquels je me sens bien, parce qu'en final on a tous un état d'esprit différent. Il y en a des qui peuvent travailler hyper beaucoup mais qui sont pas fatigués le lendemain, des qui doivent faire un peu plus attention. Moi je prime plus la glace, l'aspect technique. Là l'été passé, quand je suis rentré de Omaha, j'avais une saison un peu moyenne.
Puis j'ai dit à Christo, en signant avec Lausanne, je prends 2 semaines de congé, mais après on retourne directement sur la glace. Donc j'ai eu 2 semaines de congé sans glace et après je suis direct retourné sur la glace et on est allé 2 fois par semaine travailler de la technique, travailler de la rapidité, cardio sur la glace et ça m'a énormément aidé pour cette saison. C'est toi qui prends la décision de faire une pause. Tu avais peut-être un trop-plein à un moment. Alors de toute façon on a quelques jours, plutôt quelques semaines de congé, de off après la saison. La glace c'est différent, on peut un peu choisir, on va dire, sur un certain délai quand on veut retourner sur la glace. Oui, c'est clair que mes 2 années à Omaïs, sportivement, ça n'était pas les plus faciles, mais justement, j'avais besoin de faire un reset de 2 semaines, mais pas trop long. J'avais directement besoin de me rattaquer et de travailler dur, parce que je savais que j'allais avoir une saison où je devais montrer tout ce que j'étais capable de faire. Et je me suis remis directement à m'entraîner à fond sur la glace avec Christo. Et il t'apporte quoi, Christo, au quotidien, au-delà des aspects vraiment purement techniques? Il m'apporte beaucoup de choses. Il m'apporte de la bonne humeur, il m'apporte de la confiance en moi. On va dire que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est positif, on va dire. Il y a très peu de choses négatives enfin presque jamais de trucs négatifs qui sortent de sa bouche. Donc on va dire que c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi pour un jeune gardien. Et puis de la manière dont il m'a fait confiance dès mon premier match, je pouvais pas attendre mieux d'un entraîneur de gardien. Il m'a fait confiance à 20 ans. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une fois où il m'a pas fait confiance. Je dirais que je trouve ça assez exceptionnel de sa part. On a vu ton père un peu super fier de toi, hein, c'est sûr, très ému. Ouais. Je pense qu'il a dû faire beaucoup de sacrifices. Oui, Est-ce que tu arriverais à le dire, ça, dans quel sens il a fait des sacrifices? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pour que tu arrives à ce niveau-là? C'est indescriptible, mais la chose qui m'a le plus marqué et touché, et je savais pas à mon âge que c'était à ce point-là, c'est qu'il avait tellement plus d'argent que pendant 1 année, il mangeait que des pâtes à midi pour payer mon équipement, pour payer l'essence, pour m'amener au hockey, à la patinoire, faire tous les trajets, quitter le boulot en avance pour venir me chercher, pour m'amener, parce qu'en plus je jouais à Villars à un moment, donc ça fait des longs trajets. Et sur le moment, tu te rends pas forcément compte quand t'es jeune. Tu te dis, oui, c'est pas normal, mais t'as pas l'impression que ce soit si grave que ça. Et avec le recul, quand je l'ai entendu 1 ou 2 fois il y a quelques années, ça m'a fait quand même bizarre. Enfin, tu mets en danger ta santé pour ton enfant, pour qu'il puisse réussir dans son sport. Et même mentalement, il était toujours là derrière moi dès que j'étais au fond, ou parce que je suis quelqu'un des fois qui est trop négatif avec moi-même, donc il était toujours là derrière moi à me soutenir, même s'il était dur, il est militaire, donc on peut pas attendre autre chose qu'il soit dur un peu avec moi, mais t'as été à bonne école, quoi. Ouais, exactement, voilà, carré, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, on va dire. En 2021, tu pars aux États-Unis et tu joues pour les juniors de l'Omaha Lancers, donc c'est la plus haute ligue amateur junior aux États-Unis. Pourquoi le Nebraska? Est-ce que c'est des contacts? Est-ce que c'est un choix de ta part? Pourquoi tu te retrouves au plein milieu de la Pampa là-bas aux États-Unis? Alors, c'est pas forcément voulu, on va dire. J'étais au championnat du monde U18 à Dallas pendant le Covid. Et il n'y avait que des scouts là-bas et j'avais eu un très bon tournoi. Puis c'est là-bas qu'ils m'ont vu. Puis après, ils ont discuté avec mes agents et mon agent il m'a dit t'as 24 heures là, la draft elle est le lendemain, donc t'as 24 heures pour choisir si tu veux partir aux États-Unis ou pas. Et ouais, c'est clair que quand tu regardes Nebraska, tu regardes où c'est, ça te fait pas ça fait pas envie. C'est pas le rêve américain, non? Tu te dis il est à la poubelle le rêve américain un peu, mais j'ai tout de suite accepté parce que c'était la seule chance que j'avais, où je pouvais aller en CHL au Canada, mais commencer 3e, 2e gardien, alors que là-bas je pouvais commencer directement premier gardien, ils me faisaient confiance.
Donc j'ai saisi l'occasion à fond et puis j'ai pas été déçu. Et ça se passe comment ce système de draft? Est-ce que c'est comme à la télé? Enfin, ça se passe comment à ton niveau quand tu es en junior? Alors c'est un petit peu comme à la télé avec la NHL, sauf que c'est sur un site internet. Ok. On va dire les graphiques sont un peu moins bons, on va dire. C'est pas t'as pas ta tête qui apparaît avec, mais ouais, t'as la liste qui défile avec les équipes, numéros, et choix et tout ça. Puis t'as les noms qui défilent et tout. Et moi j'ai été pris au 3e tour, il me semble. Et il y a combien de tours en tout? Je sais plus trop, mais t'as 2 phases différentes. T'as les phases pour les étrangers, pour les Européens, et t'as la phase pour les Américains du coup. Et il me semble, là j'étais 3e, peut-être sur, je sais plus, 5, 6, quelque chose comme ça. Et toi, c'était peu importe l'équipe, t'allais partir aux États-Unis. Exactement. Si t'étais sélectionné, quoi, si t'étais drafté. Oui, en USHL j'avais contacté qu'avec Omaha. D'accord. Donc t'étais sûr que ça allait se faire? Ils m'ont dit à 100% on prend au 3e tour, etc. On a juste 2 joueurs avant, on prend au 3e tour et puis voilà. Ok. J'ai pas été déçu, c'est clair, sur le moment j'étais stressé. Il y a le 3e tour qui arrive, si je suis pas pris, super. Ouais. Mais ils m'ont pris et puis. Tu peux avoir des mauvaises surprises, je pense. Surtout en plus, si une autre équipe décide de te prendre, non? Alors ça c'est se sûr. passe comment quand c'est comme ça? C'est un peu la loi du marché. C'est sûr, après, dans une situation, je dirais que Peu importe. si j'avais été drafté par une autre équipe, j'aurais dû saisir ma chance et puis voilà, au final, ça m'aurait pas changé grand-chose. Peut-être je me serais retrouvé à un autre endroit dans le Nebraska, j'aurais pas changé beaucoup, mais non, c'est clair, c'est la loi des fois. Puis en plus, tu peux te faire échanger. C'est ça. Dans la ligue, tu peux toujours te faire échanger. Il y a plein de mes potes là-bas qui se sont fait échanger. Et c'est pas facile de les voir partir. Ils sont pas bien non plus. C'est compliqué comme situation. Quand tu arrives là-bas, qu'est-ce qui te surprend? Ville. Je pense que tu serais jamais allé au Nebraska de ta vie si tu n'étais pas sélectionné. Je pense que j'irai jamais non plus. Qu'est-ce qui te surprend par rapport à la Suisse? Ce qui est hallucinant, c'est que tu peux faire 3 heures de trajet, c'est que des champs pendant 3 heures. C'est une ligne droite et que des champs. Tu vois rien du tout. Avoir une petite ferme sur le côté qui traîne, mais sinon c'est rien. Mais quand je suis arrivé, honnêtement, j'avais l'impression d'être un peu en Suisse. Du coup, Nebraska, c'est un peu... oui, t'as le downtown, c'est une grande ville, grande. Il y a des buildings, voilà. Mais quand tu sors un peu, c'est un peu la campagne, justement. T'as des fermes, t'as des vaches, ce côté-là, oui. Après, il n'y a pas du tout de montagne, c'est tout plat. Et puis, c'est clair qu'il faut faire attention où tu vas. Et puis, tu vois que t'as le côté des riches. Et puis, quand même, dans certains endroits, tu vois quand même t'as le côté des pauvres. Donc, très ségrégué, quoi. Exactement. C'est assez démarqué comparé à chez nous. Et c'est un mode de vie qui est différent, même où tu prends la nourriture. C'est compliqué, les 2 premiers mois, je pense, j'ai pris sans mentir, j'ai pris entre 5 et 10 kilos. Parce que. Tout est stéroïdé, tout est. J'allais. Je voulais essayer les fast-food. Pour eux, avant un match, un burger, c'est sain, tu vois. Donc, c'est notre mentalité. C'est compliqué. Et, faut t'habituer. Après, j'ai reperdu mes kilos. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, mais c'est clair qu'au début, c'est dur à être, être discipliné, dans ce genre de situation. Et là, tu dors dans le centre, où tu as une famille d'accueil. Ça se passe comment? Alors, j'étais avec une famille d'accueil. Ouais. J'ai changé 4 fois parce qu'il y a eu plein d'histoires. Ok. Mais t'es avec une famille d'accueil et puis j'ai toujours été avec un joueur qui a une voiture là-bas parce qu'on faisait les trajets. Ça, j'avais pas besoin d'acheter ou de faire le permis ou quoi que ce soit. Et tu fais ta journée, le matin tu vas à l'entraînement, tu reviens après. Et puis on allait souvent manger ensemble à midi. Non, Chipotle. Ça c'est mon plus gros regret, c'est qu'il n'y a pas de Chipotle en Suisse. Ok. Ça j'aimerais bien qu'un jour il fasse, mais faut ouvrir une franchise. Ouais. Mais voilà, c'est pas bien plus différent que là maintenant. On s'entraîne le matin,
Après, tu as fini, après, c'est récupération, bien manger, etc. Est-ce que c'est, on sait que chaque année, il y a beaucoup de Suisses qui partent aux États-Unis chez les jeunes. Est-ce que c'est presque un passage obligatoire aujourd'hui pour réussir au plus haut niveau? C'est-à-dire que ça met en avant quand même ton CV, ou tu peux très bien réussir sans ça. Enfin, je connais plein de gens qui ont réussi sans ça, mais est-ce que c'est de plus en plus la norme? Je trouve que c'est de plus en plus la norme parce que ça devient de plus en plus compliqué pour un jeune junior en U20 de signer un contrat en Liga et de jouer en Liga. Le step, Faire le pas, ouais. le step est devenu tellement grand. C'est pas pour dénigrer les juniors en Suisse ou le système, mais on regarde à l'époque, entre les 90 et les 2000, t'as des sacrés joueurs qui sortent des juniors sans forcément aller aux États-Unis. Mais maintenant, tout le monde part parce que le niveau en junior est tellement faible en Suisse. C'est vrai. C'est devenu un peu une catastrophe. Mais tu arriveras à l'expliquer, ça? Bah, il y a moins de moyens. C'est déjà 6 étrangers qui font que en pro c'est déjà pris. Ensuite, au bout d'un moment, c'était un peu une fame de partir aux États-Unis et Canada, donc tu pars. Mais en tant que Suisse, de revenir, tu as beaucoup de chances d'avoir un contrat, donc ça enlève déjà pas mal de place dans une équipe. Et après, quand tu fais tes juniors, il y a plein de clubs des fois qui. Ouais, ils mettent le minimum d'argent dans ton club formateur, et puis ça crée des problèmes conséquents. Et puis oui, c'est clair, là ça fait 6 étrangers, t'as les gars qui partent parce que t'as fait les championnats du monde, tout ça, t'es pris. C'est une expérience de vie incroyable, autant sportivement que dans ta vie normale. Tu grandis de fou. Enfin, ça t'apporte quelque chose de fou dans ta vie, et ouais, tu rentres grandi de là-bas. C'est clair qu'en plus c'est plus facile d'avoir un contrat, ouais, ça limite beaucoup de choses pour le niveau junior en Suisse. Et ça, c'est des coûts de partir là-bas. Comment tu te finances? Est-ce que c'est le Lausanne qui paye? Est-ce que c'est Omoa qui paye tout? Enfin, ça se passe comment? Est-ce que c'est ta famille? Alors aux États-Unis, t'as pas le droit de recevoir d'argent de poche. Parce qu'après le but c'est une ligue amateur quoi, vraiment. Ouais, mais leur but pour eux c'est de passer en université, et tu peux pas aller en université si t'as touché de l'argent. Il y a plein de petits traits comme ça, donc c'est un investissement de ta poche. C'est mon père qui me donnait de l'argent par mois. Et non, Lausanne il te paye pas, du coup t'as pas le droit d'avoir un contrat aux États-Unis. Au Canada par contre c'est différent, c'est le club là-bas qui te donne de l'argent par semaine ou pour tous les 2 semaines, qui te finance un peu, mais c'est pas énorme, mais c'est quelque chose quand même. Donc non, pour la vie à l'extérieur, c'est ton argent de poche. Après, le club paye la famille d'accueil, et tout ce qui est nourriture, tu payes pas. Donc au final, c'est de l'argent de poche, c'est du loisir. Si tu veux aller manger avec tes potes, ou si tu veux t'acheter des habits ou faire des activités. Mais la nourriture, c'est la plupart de la nourriture, tu demandes à ta famille d'accueil, est-ce que je pourrais avoir ça, est-ce que c'est ok, tout ça, et normalement tu l'as. Ok. Quand tu fais tes premiers entraînements, qu'est-ce qui change par rapport à ce que tu avais appris en Suisse? C'est pas la même glace, c'est pas les mêmes dimensions. Est-ce que ça a été difficile, l'adaptation? Je pense que c'est pas non plus le même système de jeu. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais, tu t'en retires quoi, toi? C'est clair que c'est un style de jeu différent. Aux États-Unis, tu prends, c'est une petite patinoire. Donc, moi, je prends toujours cette analyse que aux États-Unis, petite patinoire, ça veut dire qu'ils rentrent dans la zone. Souvent, ils shootent et ça drive le but. Et ça va chercher les rebonds. Ça va mettre beaucoup de shoots masqués, tout ça. Tandis que grande glace, c'est ça que j'ai vu la différence, c'est qu'il faut que je sois moins agressif dans ma zone, un peu plus patient, parce que la zone est tellement grande, entre guillemets, on ne dirait pas, tellement grande qu'ils font souvent 1-2 passes, tir. Donc c'est sûr que passer d'une largeur de patinoire, si je suis trop agressif, j'ai aucune chance d'aller récupérer le puck. Et ici, il y a beaucoup de déviations, je trouve. Ça devient de plus en plus, et puis là, ça fait quand même une vingtaine de matchs que je joue, donc ils m'analysent un peu plus, donc ils mettent un peu plus de trafic devant le but, plus de shoots masqués. Je dirais que c'est surtout les 1-2 passes au lieu de shooter tout de suite qui font
cette différence où j'ai dû m'adapter tout au long de l'été. Une fois que tu fais cette adaptation, ton expérience là-bas, comment elle se passe? Tu as dit que quand tu étais revenu, c'était un peu compliqué. Comment ça se passe dans l'ensemble? J'ai vu que tu as des bonnes stats quand même sur les 2 saisons. Oui. Tu retires quoi, toi, de cette expérience? Je retire que ma première saison, j'ai eu une très très bonne saison. J'ai fini dans la 2e équipe All-Star, je crois. Et plus de 90% d'arrêt, on a fait les playoffs. Ça faisait 10 ans qu'ils avaient pu faire les playoffs. Ah ouais. On avait passé le premier tour, après le deuxième, on l'a pas passé. Je disais plus compliqué parce qu'on n'avait pas forcément, sur les 2 années, on n'avait pas une équipe pour faire champion. Honnêtement, on était toujours moins bon que les autres, mais la première année, on avait une sacrée cohésion d'équipe et on a réussi à aller chercher quand même le 2e tour. Et ma 2e année, j'ai commencé l'année avec une commotion, donc j'étais apte au jeu en octobre et avant décembre, j'ai pas retrouvé mon niveau de jeu. Donc il y avait pas mal de discussions s'ils voulaient m'échanger aussi. Mais après décembre, je suis parti au championnat du monde U20 et là j'ai performé de nouveau comme je le faisais avant. Et depuis décembre jusqu'à la fin, c'est là où j'ai eu ma bonne partie de saison, on va dire. Et après je suis rentré. Commotion, t'as fait comment? Ça c'est même pas au hockey que je l'ai fait. Mais non. Non. Je l'ai fait. On avait fait de la boxe avec Lausanne et je m'étais pris un. Faut le dire ou faut pas le dire? Je sais pas. Aujourd'hui, il y a prescription. Je sais pas s'il faut le dire ou pas, mais moi je trouve ça drôle entre guillemets. Un coach de la boîte de boxe où on allait un peu frustré. Qui nous avait pris en sparring et sans protège-dents, sans vraiment d'expérience, uppercut et puis mais non. Je suis resté debout par contre, ça je suis quand même fier. Mais Gardez la face. Voilà, mais commotion du coup là-dessus et puis voilà. Lausanne depuis on a un autre qui a eu une commotion d'ailleurs, on était 2 joueurs. Ah ouais, le même jour? Le même jour. Et genre il vous foutait sur la gueule le... Ouais, et depuis on va... Bon, on va pas le mettre dans le podcast, mais c'était qui le gars? Ok, donc tu reviens aux États-Unis après, avec une commotion, ça te nique un peu le début de saison. Puis après, tu performes quand même, tu retrouves ta forme au championnat du monde. Voilà, en décembre, ça m'a pris du temps, ça a pris beaucoup quand même, ça fait peur, ça fait beaucoup de discussions. Ouais, est-ce que tu es encore à la hauteur? Il faut peut-être qu'on t'échange. Je ne fais plus aussi confiance qu'avant. Puis cette année-là, j'avais plus de concurrence que ce que j'ai eu dans mes juniors. Ouais. C'était un très bon gardien, très talentueux, drafté aussi. Donc c'était une saison plus compliquée, plus charnieuse, mais on va dire que ça m'a encore une fois beaucoup appris et ça m'a apporté du positif. Toi, tu reviens avec quel bagage après en Suisse à la suite de cette expérience? On en a parlé un petit peu avant. C'est vrai que ça fait bien pour le CV. C'est un peu un moyen de pouvoir potentiellement décrocher un contrat en Suisse. Ça fait bien dans le CV. En plus, tu as fait tes preuves. Mais au-delà de ça, personnellement, tu reviens avec quel bagage et quel statut, on va dire? Personnellement, déjà, bagage avec une langue apprise en plus. Je suis pas 100% bilingue, mais je comprends la plupart des choses. Donc, c'est déjà quelque chose. Dans le hockey, c'est déjà quelque chose qu'il faut. Tous les tournois équipe suisse, parce qu'en étant aux États-Unis, c'est clair qu'encore une fois, pour être convoqué dans les juniors, c'est aussi un peu plus simple. Et pour les championnats du monde, ça t'aide à avoir aussi un meilleur niveau, parce que le step, oui, il y a un step à prendre, mais il est moins gros que si tu joues en junior et tu vas en U20. Ouais. Et puis après, je trouve quand même de l'expérience d'avoir été de l'autre côté, d'avoir des scouts de NHL qui te regardent à chaque match. Toutes ces choses-là, à notre âge, il y avait quand même 3 à 4 000 personnes qui venaient à chaque match. Donc, ah ouais, déjà, t'es déjà habitué en fait à la foule, quoi. Voilà, exactement. Donc il y avait quand même des milliers de personnes qui venaient, donc c'était quand même une belle, beaucoup de choses que j'ai appris là-bas et que j'ai pu prendre avec moi. Est-ce que dans le coin de la tête de chaque joueur qui évolue en Suisse, c'est comme un but, la NHL? C'est vrai? Ou bien certains sont pas du tout intéressés, ou ils osent pas le dire? Peut-être, il y en a des, ça se trouve, ils veulent juste rester en Suisse parce qu'ils sont bien, et puis le niveau en Suisse est très bon aussi.
Mais c'est toujours un de mes rêves d'accrocher la NHL. C'était un de mes rêves d'être drafté, mais j'ai pas réussi. Et ma taille ne m'aide pas. Surtout aux États-Unis où il y a. On me l'a déjà dit aux États-Unis. Si tu fais pas au moins. Enfin, on m'a dit t'es très bon, mais t'es trop petit. Tu mesures combien toi? 1,78. Ouais, ça va. C'est petit pour un. C'est petit pour un gardien, ouais. Quand même, ouais. Même en Suisse, là, je suis un des plus petits gardiens avec même Melvin Niffler à Rappi est plus grand que moi. Mais Giannoni fait un 81 ou 82, 3, je sais plus. Okay. Mais au States, en NHL, tu fais pas entre 85 et. Je pense 1,85 c'est le minimum. Ouais. À part Josie Saros à Nashville qui fait un 80, t'as personne. Ouais. Et du coup, tu penses à cause juste de ce facteur, ça va être compliqué ou bon, il faut jamais dire jamais quoi. Jamais dire jamais, mais je pense que si j'avais, avec les statistiques que j'avais aux États-Unis, et tu me rajoutes mes 5-6 cm de plus, je dis pas que j'aurais fait carrière, on n'en sait rien, mais on m'aurait donné ma chance d'aller au moins en camp ou comme ça, et puis aller tester avec une équipe. J'aurais pu essayer de montrer ce que je vaux, mais c'est clair que c'est frustrant, mais ma foi, c'est comme ça. Et puis voilà, faut pas s'éterniser là-dessus. Et puis faut avancer. En Suisse, c'est très bien déjà. Je dois faire déjà ma place en Suisse avant de vouloir faire ma place en NHL. Ouais, bien sûr. Ouais, faut pas brûler les étapes. Exactement. Mes amis, c'est la fin de cette première partie de l'interview avec Kevin. Restez avec nous pour la partie 2 qui arrivera très prochainement. Parce que dans cette partie, on annoncera le ou la gagnante du jeu concours qu'on a fait sur Instagram. L'un d'entre vous gagnera la canne de hockey de Kevin. On vous dit à très vite sur Ressources. Allez, ciao.